born free on the soil of Africa, under our forefathers' sun. From Luango to America on the waters of an icy ocean. Philippe Gerbinet, bonjour. Barly Bourati, bonjour. On est ici pour parler de votre dernière BD, Airborne 44, dont le titre est Black Boy, et dans laquelle vous racontez l'histoire d'un jeune soldat américain noir d'une unité d'artillerie engagée notamment sur le front des Ardennes. Et d'emblée, en lisant votre livre, j'ai été frappé par cette histoire que vous racontez, dont on parle finalement fort peu. Le cinéma, les romans, les BD des années 60, 70, 80 ont très peu évoqué les combattants noirs de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils étaient quand même 700 000, c'est-à-dire un chiffre très important de l'ensemble des combattants de l'armée américaine. Alors, au travers de votre BD, est-ce que vous avez eu l'intention de leur rendre justice et de leur rendre la place qu'ils n'ont pas eue, malheureusement? Je ne sais pas si je peux rendre, en tant qu'auteur de bande dessinée, la place à quelqu'un. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que lors de mes recherches en 2005 pour le premier diptyque d'Airborne, j'étais tombé sur le monument à Ouéret, dans les cantons d'Est. Et j'avais essayé d'intégrer à l'époque, mais ce n'était pas possible dans l'histoire que j'avais écrite. Mais j'étais tellement intéressé par l'idée que je m'étais dit que j'y reviendrais. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici, et c'est pas venu de n'importe comment, en fait. C'est lors de l'élection de Donald Trump en 2016, j'ai été consterné, en fait, par cette élection. Et consterné par tout ce qui s'est passé par la suite. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour le faire, et c'est presque un signe du destin qui me dit, travaille là-dessus, puisque c'était, tous les jours, on entendait ça à la télévision, dans les 7-8 et tout ça, et je suis profondément choqué par tout ce qu'il a dit. Et donc, je m'étais dit, je me suis vraiment lancé là-dedans en me disant, ce que je voulais faire il y a 12 ans, c'était le moment de le faire, voilà. Oui, et j'ai appris aussi, Philippe, que vous êtes un des dessinateurs du Bastogne War Museum, que vous avez pas mal contribué au développement et à la création de ce musée. Donc vous étiez familier de cette histoire de la bataille des Ardennes et de cette période très difficile que nos populations et les soldats américains, et allemands aussi d'ailleurs, ont connu à l'époque, en fin 44, début 45. Le seul membre de ma famille qui est mort pendant la guerre, c'est une grand-tante qui est morte le jour du début de la bataille des Ardennes. Donc, puis je vivais notre village familial, c'était lié à elle. Donc, quand j'étais gamin, je l'ai souvent dit, j'ai vu les soldats revenir, âgés, adultes, avec leur famille et tout. Ça m'a toujours touché. Moi, je suis parti pour ça, sur cette idée de toujours garder ce lien à l'enfance que j'avais eu. Et ça s'est concrétisé à Bastogne parce que j'ai rencontré à l'époque Louis Mostade, qui a servi de modèle pour le petit personnage d'Émile, qui sous-tend toute la narration du musée. Et j'ai découvert un homme extraordinaire, en fait, qui a 83 ans, avec lequel j'ai vraiment eu beaucoup d'affinités. Et j'ai senti, en fait, qu'entre lui et moi, il y avait quelque chose de très particulier, du fait peut-être de l'Ardenne, tout simplement. Et je dessine Airborne, en fait, en lien avec ce que j'étais quand j'étais gamin. Voilà. Donc le Bastogne War Museum, c'était un peu la cerise sur la gâteau en dehors de la bande dessinée. J'ai aussi relevé dans votre livre que vous évoquez, outre votre héros, Virgil Burdett, vous évoquez également son père, Alvin, musicien de jazz, mais qui a lui aussi combattu, mais pendant la Première Guerre mondiale, cette fois-ci en 17-18, au sein des troupes françaises. Il faisait partie d'un régiment surnommé les Harlem Hellfighters, le 369e régiment d'infanterie. Et vous expliquez que donc ils ont acquis une réputation au combat qui était extrêmement solide. Ils étaient extrêmement respectés même de leurs ennemis, qui leur ont donné d'ailleurs leur surnom. Et quand on regarde l'historique de ce régiment, on se rend compte qu'en fait l'armée américaine se refusait à l'engager sur le front, considérant, je m'avance un peu, que des soldats noirs ne pouvaient que forcément être mauvais, et les Français, qui avaient une toute autre expérience avec leurs troupes coloniales, ont adopté une autre attitude, et effectivement ce régiment s'est couvert de gloire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ce régiment n'a pas pu défiler sur les Champs-Élysées
lors du défilé de la victoire du 14 juillet 1919, sous la pression du gouvernement américain. Et je me demandais si cette anecdote que vous racontez dans les pages de votre livre n'avait pas comme objet de mettre en évidence la permanence, au fond, de la ségrégation raciale aux États-Unis, nonobstant les deux guerres mondiales. C'est compliqué avec la ségrégation parce que les États-Unis se sont construits à l'époque où on n'avait pas le pétrole, on n'avait pas tout ça, il fallait de la main-d'œuvre pas chère et donc Napoléon a réinstauré l'esclavage, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est vraiment ancré dans le cœur des États-Unis, dans ce qu'ils sont. Et je comprends que en 1914, les mentalités étaient encore fort préliminaires. Donc, quand on a vu l'histoire en me documentant sur les soldats américains de 1945, je suis inévitablement tombé sur ceux de 14-18. Et pas que ceux de 14-18 aux États-Unis, c'est ceux de 14-18 en Belgique avec les Congolais. Donc, ce sont des histoires qu'on a un peu occultées. Il faut savoir qu'on est encore, c'est plus les lois Jim Crow, mais encore c'est la suite des lois Jim Crow dans l'armée américaine. Et donc, il y a encore de la ségrégation de manière très importante. Comme vous le dites, avec les tirailleurs sénégalais, les troupes coloniales des Français, peut-être que ça s'est beaucoup mieux passé au sein de l'armée française, qui avait d'ailleurs décerné la croix de guerre au régiment du 369e américain. Donc, ils n'ont pas pu défiler en 1919 sur les Champs-Élysées, je dis, sur interdiction du gouvernement américain. Et je pense que les troupes, c'était déjà, comment dire, l'utilisation de ces troupes noires par l'Amérique, parce que d'abord, on n'avait pas le choix. Et puis, ça a continué avec l'utilisation de ces troupes-là pendant la Seconde Guerre mondiale, et de nouveau avec, une sorte de nouveau une ségrégation, puisqu'on les a cantonnés dans les transports, on les a cantonnés dans des tâches subalternes, et comme je le dis dans l'album, parce qu'on le voit quand même dans les archives, c'est parce qu'on n'en voulait pas trop entraîner d'hommes qui, inévitablement, seraient un jour démobilisés. Voilà, donc c'est un problème compliqué, et ça nous mène aussi au racisme, on se focalise souvent sur les Américains, mais je pense que l'Europe, à ce niveau-là, n'est pas très glorieuse non plus. Je pense que je partage votre opinion. Je voudrais relever aussi une scène de votre livre où on voit des soldats noirs américains faits prisonniers par une unité SS qui sont massacrés à coups de poignard avant d'être achevés par balle, si je me souviens bien. C'est arrivé évidemment à plusieurs reprises pendant la bataille des Ardennes. On connaît le massacre de Brunier aussi, qui concernait là des soldats blancs. Mais les massacres de prisonniers de couleur ont été le fait aussi des Allemands dès la campagne de mai 40. Il y a eu des massacres près de Lyon, en Bourgogne, en Picardie, de tirailleurs sénégalais, de soldats africains. Mais alors il y a aussi tous les massacres sur le front de l'Est de prisonniers de guerre soviétiques qui étaient considérés comme des Untermensch par les Allemands, personnes juives bien entendu dans le cadre de la Shoah par balle. Alors une question plus générale que cela m'amène à poser, c'est qu'au fond, une société raciste, et la société allemande était une société notamment fondée sur le racisme, la société allemande nazie était notamment une société fondée sur le racisme. Est-ce qu'une société raciste est par définition criminelle ? Je ne sais pas si elle est criminelle. Le racisme, je pense que ça peut naître dans les familles. Je sais pas, je pense que quelque part, on reste quand même, nous sommes des animaux, et je pense que dans le monde animal, il y a quand même quelque chose d'extrêmement qui traverse ce monde-là, c'est le fait de vouloir transmettre ses gènes. Je pense que l'autre fait toujours peur. Naturellement, on a peut-être pas quand on est petit, mais quand il s'agit quand on grandit, peut-être que l'autre peut remettre en question votre prospérité, votre généalogie. Donc c'est compliqué au départ un homme en fait. Qu'est-ce que c'est, contrairement à tout le reste du monde animal, c'est qu'il se regarde. Il s'apprécie, il doit se contrôler. Et là, pour moi, une des plus grandes phrases que j'ai jamais entendues dans l'histoire de l'humanité, on est dans le cadre de la foire du livre, c'est Camus qui a dit « un homme, ça s'empêche ». Et donc, un homme, ça s'empêche d'être ce qu'il serait naturellement s'il n'y réfléchissait pas. Donc, moi, je pense qu'une société, est-ce qu'elle est raciste à l'origine, je n'en sais rien. On peut en faire une société raciste, il suffit de voir le Troisième Reich.
Les enfants qui sont nés en 1920 en Allemagne n'étaient pas plus racistes que n'importe qui d'autre, simplement qu'ils ont grandi dans une société qu'il était, et on fait à peu près ce qu'on veut des enfants. Et donc quand ils grandissent, évidemment, c'est quand ils ont 20 ans, on les envoie au front en 1940 jusqu'en 1945. Tout ça pour des problèmes qui ne sont pas les leurs, parce que les enfants naissent toujours pour résoudre les problèmes des adultes ou de leurs grands-parents. Donc la guerre arrive en 1914 et ce sont les jeunes qu'on envoie au combat. Et en 1940, on recommence le même processus, on envoie des enfants, ce seront même des enfants à la fin de la guerre, pour résoudre des problèmes de société dans lesquels ils n'ont aucune responsabilité. Et donc la société est forcément criminelle quand elle envoie ses propres enfants au combat pour résoudre des problèmes. Là, elle devient criminelle. Mais est-ce qu'elle est raciste au début? Je ne sais pas. C'est un problème. Je ne peux pas répondre, moi, tout seul, à cette question-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'au fond, le problème essentiel, c'est l'éducation? Et est-ce que vous avez l'ambition ou l'espoir que vos ouvrages jouent un rôle dans cette dimension éducative? Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est jouer sur soi-même. Je peux me tailler, je peux me façonner comme je veux et comme j'espère devenir. Donc la seule chose que je peux faire, c'est transmettre ça dans un bouquin. Avoir l'espoir que ça change quelque chose dans la société, non. Après, on est dans un musée ici qui montre de quoi? Des avions militaires, des choses qui sont très réelles, qui ont existé, qui ont servi à préserver à la fois la démocratie et qui ont tué des gens. Donc c'est toujours ambivalent. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas du tout si ce que je fais aidera en quoi que ce soit. La seule chose, c'est que ça me permet, moi, de traiter un problème qui me tracasse. Et donc, je n'ai jamais fait un album sans que ça ait un lien avec ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et j'ai 56 ans aujourd'hui, et forcément, dans le bouquin que je fais, qui n'est pas un roman graphique, qui est de la bande dessinée classique, j'essaie d'introduire ce thème-là. C'est vrai que ça permet effectivement d'avoir des débats, peut-être d'aller dans les écoles, de discuter. Et ça sert de point d'appui pour des réflexions qui sont plus larges avec des gens comme avec Barley, par exemple, qui lit mon album, moi je lis le sien, et puis on se rend compte sur des tas de sujets qui sont intéressants et que moi je trouve très humanistes. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et si on pouvait vivre dans une société purement humaniste, ça me plairait, mais je me fais pas trop d'illusions. C'est un travail constant qu'on doit répéter tout le temps. Et dans le monde justement de la culture c'est tout. Surtout dans ces périodes de pandémie, on le voit. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Barley, on a parlé tout à l'heure des soldats congolais engagés aussi bien en 14-18 qu'en 40-45 sur différents fronts. Vous avez consacré un album à ce sujet, un album qui traite de la Première Guerre mondiale. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui est derrière ça pour vous? Bon, c'est vrai que je ne veux pas beaucoup parler de l'album que j'ai sorti, Madame Livingstone, donc en 2014. Mais il faut dire, pour revenir très vite au sujet qui nous préoccupe, les Black Boys, c'est le fait déjà que avec Philippe, nous avons des acquaintances sur pas mal de sujets. En dehors de la bande dessinée, on discute beaucoup, on parle de beaucoup de choses. Et il s'est fait que son album est sorti à des moments où on parle de beaucoup de choses, justement, par rapport au rapport humain. Je pense que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a eu, on a besoin allez, on a parlé de dire les rapports entre les gens, c'est de dire l'éducation et tout ça, mais moi je parlerais plus de la communication. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à bien communiquer sur des sujets importants. Donc, quand on n'a pas de point où on peut vraiment parler, parce que j'ai vu par exemple dans cet album, les racismes naissent tout simplement des choses qu'on ne connaît pas. Et spécialement quand on voit qu'on va mettre une raclée à un soldat noir américain, disons, allez, à un collègue, tout simplement parce on sent qu'on a essayé de draguer, ça n'a pas marché, mais la fille a préféré aller chez le nègre. Rien que ça déjà, ça veut dire qu'on ne parle pas sur l'essentiel, on parle sur des petites choses qui n'ont rien à voir avec l'essentiel. Donc on néglige l'essentiel, ça veut dire que la communication ne passe pas. Et ce genre de choses, ça continue aujourd'hui d'une manière un peu feutrée, mais ça continue. Quand on ne connaît pas, on critique.
Et ça peut être très violent. Et je crois que en essayant de mettre ça dans la bande dessinée, on essaie tout simplement d'ouvrir une petite fenêtre, pour essayer de voir s'il y a quelqu'un à qui parler, quoi. Je dirais ça comme ça. C'est une belle image, je trouve, effectivement. La bande dessinée est effectivement une belle fenêtre, un ensemble de belles fenêtres. Philippe, vous adhérez à cette idée, à cette approche? Oui, moi je pense que c'est vraiment une question de communication. Quand vous parlez, quand vous découvrez quelqu'un, que vous apprenez à le connaître, il n'est plus n'importe qui. On revient de nouveau à Saint-Exupéry, puisque quand il parlait avec Léonard, tu m'as apprivoisé, donc je ne suis plus... Forcément, il y a du fait que dès qu'on a découvert quelqu'un, il n'est plus n'importe qui. Il n'est plus un archétype, il n'est plus noir, il n'est plus blanc, il est lui. Et je dis, comme dit Barley, c'est une question de communication et d'absence de peur. Alors la peur, elle est peut-être toujours là, elle est peut-être induite aussi par la société, par l'éducation, je ne sais pas. Mais je crois qu'on doit, justement, je reviens à l'idée de se former soi-même et d'essayer de travailler cette peur qu'on a peut-être tous en nous. Et voilà, donc, comme il le dit très très bien, la bande dessinée, ce n'est jamais que de la bande dessinée, ça ne révolutionnera pas le monde, c'est juste une fenêtre ouverte sur des problématiques qui nous travaillent, nous, et qui vont peut-être être, je sais pas moi, qui vont intéresser le public. J'ai une idée un peu provocatrice qui me traverse l'esprit. Au fond, quand on voit l'histoire que vous racontez dans Black Boys, et c'est vous qui venez de m'évoquer cela, je me demande si les deux personnages principaux, donc ce soldat blanc raciste qui a vécu une histoire familiale dramatique, et ce jeune soldat noir, au fond, est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux des victimes? Si, bien sûr. On est toujours victime de son éducation. Je ne vais pas parler de mon éducation en moi, je trouve qu'elle était à moitié bonne. Mais j'ai quand même dans ma famille, mais je crois que tout le monde a ça, des gens qui ont eu le racisme assez décomplexé, pour des raisons qui font qu'eux sont même les produits de leur éducation, et leurs parents le produit de leur éducation. Et quand est-ce que ça s'arrête, ça? Et donc forcément, ça peut s'arrêter à votre génération et aux réflexions que vous allez vous faire, aux questions que vous allez résoudre à votre propre façon. Ça ne veut pas dire pour autant que vous perdez l'amour des gens qui vous ont éduqué. Justement, moi j'en parle aussi dans l'album, et je le fais dire d'ailleurs par le biais de deux personnages qui étaient dans le premier diptyque, c'est que on peut être absolument pas d'accord avec quelqu'un politiquement et être ami avec quelqu'un. Donc je parle souvent d'un ami à moi qui donnera un bras pour moi et moi pour lui, et on est d'accord sur rien en fait. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut créer un sentiment d'amitié alors qu'on n'est pas d'accord sur des choses importantes? C'est pareil avec ses parents, on peut continuer à aimer ses parents même si on n'est pas d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est négatif. Et je pense que là, l'éducation que la société donne à ses enfants, elle est très importante. Alors si là, on parle de culture, on est en train de voir avec la pandémie tout ce qu'on a perdu. Le tamis est un grosse maille peut-être, mais quand on voit qu'on a laissé les métiers essentiels fonctionner, les métiers non essentiels, qu'en fait toute la culture, et on se rend compte qu'on ne vit pour une chose, c'est par peur de la mort, et je comprends que c'est absolument déplorable de mourir d'une maladie, mais on se rend compte aussi, et c'est peut-être le bienfait de la pandémie, et s'il y en a un, ce sera celui-là, c'est de nous avoir fait apparaître de manière très très claire ce pourquoi on vit, et ce qui nous manque quand ça disparaît. Et donc je pense que ça, d'une certaine manière, c'est vraiment un bienfait de la pandémie. C'est de nous avoir remis les pendules à l'heure sur ce qui était critique pour nous ou pas. Et j'espère qu'on s'en souviendra, parce que ça aussi, ça fait partie d'une société, c'est de savoir que la culture, on ne peut pas la balayer d'un revers de main, et que sans culture, de toute façon, je ne peux pas, moi, m'approcher de Barley, lui, non, ne peut pas s'approcher de moi, je ne peux pas m'approcher des gens avec qui je ne suis pas d'accord, parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est un musée de la guerre ici, c'est aussi un musée de l'échec, parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus faire de politique, et Dieu sait si on tape sur les politiques, mais c'est un métier difficile. On a aussi les politiques qu'on mérite, évidemment. Et ceci, c'est un musée aussi de l'échec, parce que c'est quand les hommes ne réussissent plus à discuter, ils envoient les troupes, ils envoient les avions, et ça, de nouveau, c'est très ambivalent. Ici, c'est aussi de la technologie. Technologie dont notre monde d'aujourd'hui bénéficie toujours. On ne serait pas allé sur la Lune en 69
si on n'avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. La pénicilline, c'est des choses qui arrivent aussi. Tout ça, il y a des progrès phénoménaux dans la guerre. Ce sont des activateurs de cette technologie et en même temps, ça pose des problèmes moraux. Donc voilà, c'est un problème très compliqué pour ne pas le résoudre en un seul petit débat, mais voilà. Je rebondis sur quelque chose que vous m'avez évoqué et que vous avez confirmé. Au fond, le racisme, c'est une démarche perdant-perdant. Tout le monde perd. Le racisme, ce n'est pas une option. En fait, le racisme, c'est un échec. Ça veut dire que quand je ne peux pas convaincre quelqu'un, ben, j'utilise d'autres manières. J'ai dit, voilà, ok, je suis supérieur par rapport à toi. Mais par rapport à quoi ? Je me sens supérieur par rapport à toi. Ok. Donc ça veut dire que si je ne connais pas quelqu'un, je vais avoir très très difficile à comprendre ce qu'il veut me dire. Parce que je trouverai toujours que, allez, surtout qu'on m'a éduqué, on m'a dit que je suis supérieur. Pourquoi est-ce que je vais changer ? On les retrouve dans les castes, on les retrouve dans les classes sociales. Aujourd'hui, on parle du racisme, mais on peut parler aussi, entre guillemets, de classisme. Rien que des trucs des classes. Vous êtes au Congo, vous êtes en Afrique, vous avez des gens qui sont devenus racistes par rapport à leurs congénères, tout simplement parce qu'ils sont d'une autre classe. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. C'est aussi cette rupture de communication. Et je crois que la culture arrive parfois à débloquer certaines choses. Là où un parent qui arrive, par exemple, il est devant un Africain avec son enfant, il dit, regarde, ce type-là, c'est un Africain. Toi, tu es supérieur par rapport à cet Africain. Et l'Africain qui est devant lui joue du tam-tam. L'enfant va dire, papa, laisse-moi tranquille, je vais aller jouer un peu au tam-tam. Qu'est-ce qu'on a appris ? Donc, je pense, à mon avis, que la culture ne devait pas être non essentielle. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit arriver à dire. Mais sinon, c'est vrai que c'est malheureux ce qui nous arrive maintenant. Mais je dirais que ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas les prendre avec discernement, de telle manière que, par peur de mourir, on arrête de vivre. On a besoin de vivre. On a besoin d'être avec les autres. On a besoin de s'échanger. On a besoin de grandir. Et cela se passe aussi par la culture. Et c'est très important, je crois. Je suis absolument d'accord avec vous. Et donc, on est au fond des hommes de culture ici, autour de cette table. Mais donc, effectivement, je crois que la culture est essentielle dans les questions que vous soulevez dans vos livres, et vous y contribuez à apporter des réponses. En tout cas, à apporter des pistes de réflexion, ce qui est c'est déjà énorme, je trouve. Et alors, peut-être, pour terminer l'intervention, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de la suite de l'histoire ? Je savais ici que le problème que j'ai eu dans le tome 9, c'était que la bande dessinée est un peu réductrice aussi parce que le format n'est pas très très long. Et je voulais je voulais cogner un petit peu. Par exemple, j'ai vraiment eu du mal à utiliser le mot nègre qui me choque profondément. Alors qu'il est d'origine latine, qu'il n'a rien de péjoratif, qu'il est devenu péjoratif parce que les gens l'ont mal utilisé. Donc c'est très compliqué, d'autant que je ne suis pas noir, moi, donc c'est compliqué pour moi de me mettre à la place de quelqu'un qui l'est et qui a subi le racisme, ce que moi, je n'ai pas subi. D'un autre côté, j'ai la liberté en tant qu'individu de sentir cette personne-là en moi. Et donc justement, c'est parce que j'essaie de trouver des points communs et que j'essaie de me mettre à la place de l'autre, ce qui est le principe de l'empathie d'ailleurs, de me mettre à la place de l'autre pour savoir ce qu'il a ressenti et pour pouvoir en faire un personnage de bande dessinée. Parce que en moi, il y a quelque part, il y a une femme, il y a un noir, il y a un asiatique, il peut y avoir un médecin, il peut y avoir à peu près n'importe qui, pour autant que j'essaie d'être curieux. Donc voilà, je le mets ça dans le tome 9, je le mets de manière délibérée, je suis relativement cru. Et dans le tome 10, ce sera un petit peu le pendant de tout ça, parce que je vais quand même explorer les raisons du racisme de Jared, qui est blanc. Évidemment, la résolution du tome 10, c'est la résolution de tout le diptyque, et c'est à cette ultime planche que je veux arriver, qui scellera mon propos. Donc je ne vais pas trop en dire, mais ce sera un petit peu l'exploration de l'autre côté de la médaille. Voilà. Merci Philippe. Parley, si
Si je vous laissais aménager une salle ici, qu'est-ce que vous voudriez y mettre? Ah, quelques cases. Ce seraient des cases de bande dessinée comme des cases réelles. Parce qu'il me semble que nous devons arriver à trouver les moyens de passer entre les avions et rencontrer des gens, et parler avec des gens, discuter avec des gens, échanger avec des gens. Que moi, ça m'aurait fait un plaisir terrible un jour ici de voir des combattants blancs qui ont fait tout ça, qui ont utilisé tout ça, voir aussi les victimes qui ont subi cela, peut-être au nom de la démocratie, hein, j'en sais rien, mais ils l'ont subi. Les voir ici se promener dans cette salle et se dire bonjour, et se voir autrement, et garder ça comme des jouets. Bien, je peux vous répondre qu'on l'a fait, mais il y a pas mal d'années déjà. On a invité 2 anciens combattants de la force publique du Congo belge qui sont venus à Bruxelles, qui ont eu l'occasion de revoir en plus des gens avec lesquels ils avaient combattu à l'époque et qui étaient présents pour les accueillir et qui ont été décorés par Sa Majesté le Roi le 21 juillet, il y a 15 ans maintenant. C'était un très beau moment d'humanité, de partage d'humanité. Je vous remercie en tout cas. Philippe, je vous remercie aussi. Mais je voulais terminer quand même. Excusez-moi. Mais je voulais terminer quand même sur une note gaie parce que dans cette bande dessinée en couverture, il y a l'un des héros qui est avec une guitare et j'en ai amené une justement pour Philippe. C'est quelques petites heures, quelques secondes. Vous avez la parole. Voilà. C'est la rumba. Merci.